à partir d'un moment où ils ont su qu'on était en train de remonter la filière, il fallait se débarrasser de la bonne femme. Hein. C'est le témoin gênant, ça, vous savez. Le témoin gênant, on s'en débarrasse comme on peut. Elle a été poussée sous une voiture boulevard Saint-Germain et elle a été tuée. Poussée par qui? Par un tiers qu'on n'a pas identifié. Hein. On a identifié le gars qui l'a écrasé, sur lequel on a eu beaucoup de soupçons, sans pouvoir l'établir, parce qu'on a pensé que c'était une opération montée, mais nous n'avons pas pu l'établir. Sans le témoignage de Marie-Claude Magal, la DST ne peut pas prouver l'implication du Mossad dans le meurtre d'El Mechad. Difficile alors pour les pouvoirs publics français d'engager une procédure judiciaire ou de protester officiellement auprès d'Israël. Jean-François Poncet est alors ministre des Affaires étrangères. Je ne crois pas me souvenir qu'on ait pu identifier les services israéliens. Il y avait une forte suspicion. Mais il y avait une suspicion, voilà. Et justement, quelle est à ce moment-là la position de la France? Est-ce que c'est de dire il faut tout faire pour empêcher que des actions telles que celle-ci se mènent sur notre sol? Ou est-ce qu'on laisse faire en se disant... On ne peut pas, sur une suspicion, bâtir une politique. Après l'assassinat d'El Mechad, les ingénieurs irakiens en visite au CEA craignent pour leur vie. Ils sont protégés en permanence par des policiers de leur pays qui se font passer pour des stagiaires en formation. Gérard Bontron était à l'époque le directeur du projet aux Irak. Il a bien connu un autre savant travaillant pour l'Irak, Abdul Rassoul, qui est mort dans des circonstances troublantes. Après avoir partagé un repas avec Abdul Rassoul et une dizaine de collègues français, Gérard Bontron apprend que l'ingénieur irakien est tombé subitement malade. Il envoie son adjoint aux nouvelles. Mon adjoint, le docteur Graff, là, est allé le voir. Il m'a dit, quand il est revenu, il m'a dit, écoutez, je suis très impressionné. Il est gonflé, il a une peau qui est devenue grise comme celle d'un éléphant. Il parle à peine. Et on m'a dit qu'on ne savait pas ce qu'il avait. Et il a été envoyé au Val-de-Grâce, où il est décédé quelques jours après son admission, pour choc médicamenteux, d'après les médecins du Val-de-Grâce. Et d'après les Irakiens? Les Irakiens, eux, ont tout de suite imaginé et affirmé qu'il s'agissait d'empoisonnement et qu'ils avaient analysé ses viscères au retour du corps, ce qui les avait confirmés dans cette opinion. Un second collègue irakien qui disparaît brutalement, Gérard Bontron et les ingénieurs français qui travaillent sur le projet sont sous le choc. Ils commencent à prendre peur. Sont-ils, eux aussi, dans la ligne de mire du Mossad? 7 août 1980. Une rue de Saint-Germain-en-Laye en région parisienne. Un mois et demi après l'assassinat d'El Mechad, une bombe explose devant un pavillon. Comme le prouve un coup de téléphone de revendication, la personne visée est Jean-Jacques Graff, l'un des responsables du projet aux Irak. Mais les artificiers se sont trompés de cible. Le propriétaire du pavillon s'appelle bien Jean-Jacques Graff, mais il est libraire, sa femme esthéticienne, et ils ne connaissent rien à la fission nucléaire. L'erreur est grossière, mais le message est bien reçu. D'autant que la guerre psychologique ne s'arrête pas là. Après cette explosion, une cinquantaine de lettres de menaces est adressée aux ingénieurs français. Parmi les destinataires, Gérard Bontron, le directeur du projet. J'avais déjà reçu 2 lettres au moins à mon bureau de Serbag. J'avais reçu aussi une lettre personnelle de menace à mon domicile. La lettre reçue par les ingénieurs français est explicite. Nous apprenons que vous vous apprêtez à repartir pour l'Irak pour suivre les travaux de construction de la bombe atomique au service de l'infidèle sanguinaire Saddam Hussein. Si vous décidez de récidiver, nous ne répondons plus de votre vie, de celle des membres de votre famille et de vos biens. C'est une bonne méthode pour empêcher les ingénieurs français d'aller en Irak. Vous n'avez pas besoin de les tuer, vous envoyez juste une lettre. Finalement, c'est très humain. Les lettres sont signées du Comité de sauvegarde de la Révolution, un groupe islamiste inconnu. Là encore, comme après le sabotage de la Seine-sur-Mer, il s'agit de brouiller les pistes en faisant croire, cette fois, à une action islamiste.
Mais lorsqu'ils passent aux menaces téléphoniques, les agents du Mossad ont du mal à se faire passer pour des terroristes arabes. À 2 h du matin, j'ai été réveillé par une personne qui, s'exprimant avec un évident accent arabe, a répété en gros les menaces qui étaient dans les courriers que j'avais reçus. Et je l'ai fait répéter pour essayer d'en tirer plus de renseignements, et l'accent arabe a disparu, puis il m'a dit « Oh, puis vous m'avez bien compris, terminé ». La ligne n'était pas sur écoute, impossible à l'époque de retracer l'appel. Pour les lettres de menace, en revanche, la DST trouve une piste. Les ingénieurs qui en sont les destinataires ont reçu le courrier juste avant de partir pour l'Irak, peu de temps après la réservation de leur billet d'avion. Nous nous sommes aperçus que c'était l'ordinateur d'Air France qui était piraté. On a retrouvé tous les listings, etc., avec les dates précises. Nous avons nos sources d'information aussi. Et nous avons su qu'effectivement, à partir de là, les lettres étaient rédigées à l'ambassade d'Israël. Vous saviez que le piratage venait de l'ambassade d'Israël, ouais. Où le Mossad est également installé. Oui, automatiquement. Hein. La campagne d'intimidation conçue à l'ambassade d'Israël provoque une vingtaine de défections parmi les ingénieurs français. Pas suffisant pour enrayer le projet aux Irak. Le Mossad va-t-il aller plus loin, mettre ses menaces à exécution en tuant des ingénieurs français? Cela n'a jamais été envisagé. Jamais. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas en guerre avec la France, nous voulions être amis de la France. Début 1981, malgré 2 ans d'action du Mossad sur le sol français, le réacteur irakien est presque terminé. Les services secrets israéliens ont retardé le projet de Saddam Hussein, mais ils n'ont pas réussi à y mettre un terme. Échec du Mossad? Ce n'était pas un échec, ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient. Et quand ils ont constaté qu'ils n'avaient plus d'autres moyens ou d'autres idées pour retarder le projet irakien, ils en ont informé le Premier ministre. À ce moment-là, Menachem Begin nous a dit « Le Mossad a fait ce qu'il a pu, il faut maintenant employer d'autres moyens, une autre stratégie. » Une autre stratégie. Menachem Begin décide que c'est maintenant à l'armée israélienne de prendre la relève du Mossad. Le 7 juin 1981, il lance un raid aérien sur Osirak. Nous sommes à bord de l'un des 14 chasseurs bombardiers qui se dirigent vers le réacteur irakien, à 1000 km de Jérusalem. Le pilote informe ses supérieurs de sa progression. À 18h30, l'objectif est en vue. Les pilotes israéliens lâchent 16 tonnes de bombes sur Osirak. L'opération dure seulement 2 minutes. Un ingénieur français de 25 ans est tué lors de l'attaque. Le réacteur nucléaire fourni par la France à l'Irak ne sera jamais reconstruit.